Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé Djibouti dans ce principal rendez-vous de l'information au sommaire de l'actualité. Djibouti soutient l'accord conclu entre le Conseil militaire de transition et l'Alliance de la force de libération et de changement sur la déclaration constitutionnelle de partage de pouvoir au Soudan. Et la Turquie va mener une opération militaire dans le nord de la Syrie. L'annonce a été faite hier par le président turc Recep Tayyip Erdogan. La République de Djibouti salue l'accord entre le Conseil militaire de transition et l'Alliance de la force de libération et de changement sur la déclaration constitutionnelle de partage des pouvoirs durant la période de transition au Soudan, une étape de plus vers la consolidation de la paix, la stabilité ainsi que la réalisation des aspirations de démocratie, de développement du peuple soudanais. La République de Djibouti saisit cette occasion pour lancer un appel aux différentes factions afin de préserver l'intérêt supérieur et exprime sa satisfaction quant aux efforts constructifs consentis de part et d'autre pour arriver à cet accord qui ouvrira certainement une nouvelle page dans l'histoire du Soudan. Djibouti réitère son soutien ferme au Soudan et au peuple soudanais dans toutes ses démarches visant à préserver sa souveraineté, sa paix et sa stabilité. Le Soudan donc sort de la crise politique dans laquelle il était plongé depuis décembre. Les généraux au pouvoir et les chefs de la contestation ont signé une déclaration afin d'installer dès le 18 août prochain un conseil souverain. Il sera formé de 5 militaires et 6 civils et son rôle sera de mener avec un parlement et un gouvernement désigné aussi à la fin du mois la transition pendant un peu plus de 3 ans. Autre nouvelle dans le cadre de la mise en place du système biométrique à Djibouti, Ahmed Omar Jama, président par intérim du comité technique en charge du suivi de la bonne exécution de ce projet, s'est rendu à Obok dans la matinée d'hier. Cette visite était la première étape d'une large tournée régionale et dont l'objectif est d'examiner les forces, les faiblesses, les risques et les opportunités du système d'État. Dans cette journée, le président par intérim du comité technique était accompagné du maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, du secrétaire général du ministère délégué à la décentralisation, Mohamed Issa Siraj, du directeur général adjoint de la CNSS, Abdelkader Dine Abdelkader, ainsi que des hauts cadres de plusieurs départements ressources impliqués dans la mise en place du registre national, comme le ministère de la Justice représenté par Mme Khadira Mohamed, magistrat à la cour de l'ANCI, ou encore de l'ANPH. Les membres du comité technique ont été accueillis à Obok par le préfet adjoint de la région ainsi que le président du conseil régional qui les ont aussitôt conduits dans la salle pour commencer les débats et discussions avec l'Assemblée présente autour de la table. Le système d'état civil présente des fortes lacunes qui impactent aujourd'hui la vie de beaucoup d'individus qui échappent encore au système d'enregistrement des naissances, notamment des enfants nés, notamment dans les régions rurales reculées ou celles où n'existe pas encore de centre d'état civil fonctionnel. Avec la loi numéro 39 de l'année 2019, 8e législature du 21 janvier dernier, portant identification des personnes physiques en République de Djibouti, création du numéro national d'identification et établissement d'un registre national, ainsi que son décret d'application, l'assainissement et la réforme du système de l'état civil devient désormais une question prioritaire qui doit faire l'objet d'une réflexion à l'échelle nationale à laquelle il faudra apporter des solutions urgentes afin de mettre en application la loi Sony en bonne et due forme. C'est l'objectif même dans cette tournée des régions, à l'issue de laquelle toutes les recommandations seront réunies et appliquées afin de garantir un système d'état civil fiable et assurer ainsi la réussite du projet de mise en place du système biométrique. Le président du conseil régional et le préfet par intérim ont rappelé que cette visite a pour objectif d'examiner les forces et les faiblesses, les risques et les opportunités du système d'état civil. On les écoute. Consultation régionale pour la réforme de l'état civil et l'application de la loi de 19 8e législature du 21 janvier 2019 a souhaité la bienvenue à cette importante délégation conduite par M. le directeur général de la population. Je tiens à vous remercier, le DG de la population, qui est à l'origine de cette noble et intéressante initiative, que de revoir le système de fonctionnement et d'enregistrement de l'état civil Djibouti et l'explication de la nouvelle loi. Toutefois,
Les régions de l'intérieur et surtout les populations rurales ont des problèmes d'accès aux services de l'état civil, ont du mal à recevoir des documents d'identité ainsi à l'enregistrement des naissances. En ce temps, nos services doivent être capables de répondre favorablement à la demande de la population. Pour nous, cette consultation qui commence aujourd'hui à Obok, ce sera une consultation qui va aller dans chacune des régions. Et c'est pour d'abord faire donc, l'état des lieux d'état civil, mais surtout aussi donc, expliquer donc, à nos concitoyens la nouvelle approche, la nouvelle donne qu'on veut mettre en place, donc à savoir les numéros nationaux d'identification et du registre national des personnes physiques. Donc cette consultation sera l'occasion à chaque département donc, de pouvoir faire une présentation aussi, donc afin que les participants que vous êtes donc, puissent voir, et surtout on voudrait qu'il y ait vraiment donc, un échange donc, interactif. Je vous propose à présent de suivre les interventions du directeur adjoint de la CNSS et du secrétaire général auprès du département de la décentralisation. La nécessité d'un numéro unique a été déjà expliquée par le directeur général de la population, par Madame la maire et le secrétaire général du ministère de la décentralisation. Moi, pour ce qui me concerne, je vais donc dire quel est l'intérêt de ce numéro unique au niveau de la CNSS. À la CNSS, nous attribuons des numéros par régime. Nous avons des différents numéros. Quand il s'agit de la retraite, quand il s'agit d'accidents de travail, quand il s'agit de soins et quand il s'agit aussi des employeurs. Donc ce numéro unique qui sera attribué sera vraiment nécessaire au niveau de la CNSS et pour les usagers que nous gérons. L'état civil fait partie des compétences transférées aux régions par le décret de 2007, dont le suivi et l'évaluation incombent au secrétariat d'État chargé de la décentralisation. On sait par ailleurs que, d'après l'article 7 de la Convention sur les droits des enfants, tout enfant a droit à l'enregistrement de sa naissance. Une étude publiée par l'UNICEF, selon ces études, 10% d'enfants ne seraient pas enregistrés à Djibouti. Suivons cette fois les mots du directeur général de la population. Conformément à la disposition de la loi numéro 39 qui a été adoptée le début de cette année, le numéro national d'identification sera attribué dès la naissance et servira d'un code unique pour l'identification de la personne dans tous les documents administratifs. Nous comptons par ces procédés faciliter les tâches entre l'administration et les administrés et atténuer autant que possible le lourdeur des procédures administratives qui affectent le traitement des dossiers dans l'administration et améliorer notamment avec l'introduction de l'électronique dans les services rendus à la population. Nous comptons, par le biais de cette consultation régionale, examiner le système d'état civil, les fonctionnalités des systèmes et l'état de lieu du système existant dans chaque région et dans chaque localité. Dans le reste de l'actualité, placé sous l'égide du ministère de la Santé en étroite collaboration avec l'OMS, un séminaire sur le plan d'action national pour la sécurité sanitaire a été organisé au Sheraton Hotel et ce séminaire durera donc 5 jours. À noter que le lancement de ce séminaire s'est déroulé en présence du directeur par intérim de l'Institut national de santé publique,
Nuh Saïd Ouass, du représentant de l'OMS, Dr Ahmed Zouhten, ainsi que de nombreux au cadre du département de la santé. Cet atelier a donc réuni l'ensemble des parties prenantes du RSI au niveau national, qui sont composés des représentants des différents départements ministériels, tous issus des secteurs clés en charge de l'élaboration d'un plan d'action sanitaire, d'action nationale donc pour la sécurité sanitaire. Les travaux de ce séminaire s'inscrivent dans le cadre de suivi et d'évaluation du règlement sanitaire international afin de permettre d'analyser les capacités de Djibouti en termes de sécurité sanitaire à travers un processus collaboratif, multisectoriel, prenant en compte la prévention, la détection et la lutte contre des maladies. Pour rappel, ce plan d'action national s'inspire également du concept Un monde, une santé qui couvre 19 domaines techniques et qui s'applique à l'ensemble des capacités associées au titre du RSI dans le pays. Le représentant de l'OMS, le Dr Ahmed Zouhten, a salué les efforts gouvernementaux en matière de sécurité sanitaire, notamment à travers une démarche collaborative susceptible de renforcer davantage le dispositif institutionnel et opérationnel. Nous l'écoutons. Ce pays même, il y a une année, on a travaillé pour faire une évaluation conjointe, pour voir l'état de préparation de Djibouti. Et je crois que l'atelier qu'on est en train de faire aujourd'hui est une suite logique à cette évaluation qu'on a faite, mais aussi une opportunité. Une opportunité, des fois on dit, oui, on veut contribuer, c'est maintenant qu'il faut contribuer, pour vous assurer que les citoyens de ce beau pays continueront à être sains et saufs, à être protégés des problèmes de santé qui peuvent venir d'autres pays. Et quand je dis d'autres pays, ce n'est pas juste les pays limitrophes. Quelqu'un peut prendre un avion de RDC et partir pour, par exemple, en Chine ou quelque chose, s'arrêter à Dubaï, être assis à côté de quelqu'un qui de Dubaï viendrait ici, et la transmission peut se faire. Un jour, vos enfants vont dire que nos grands-parents, ils ont fait un travail sensationnel, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu préserver la santé de ce pays, et vous allez être fiers et je serai fier avec vous. Je vous remercie. Pour sa part, le directeur de l'Institut national de la santé publique, Nuh Saïd Ouass, a rappelé que cette initiative a pour objectif de doter le pays des moyens et des procédures appropriées pour faire face à des situations, des crises de petite ou de grande ampleur. Voici ses propos. Fort des acquis de ces analyses situationnelles que nous lançons aujourd'hui dans l'élaboration d'un plan national dans la sécurité sanitaire qui sera budgétisé et qui couvrira les 19 domaines techniques du règlement sanitaire international. Notre ambition en termes de cet exercice s'articule autour de deux objectifs majeurs. En premier, celui de disposer d'un outil qui nous permettra d'améliorer notre préparation et notre réaction aux urgences de santé publique, en axant les efforts sur la prévention, la détection et la réponse rapide. Et celui de disposer d'une feuille de route budgétisée qui nous permettra d'une mise en œuvre multisectorielle de RSI sur la base d'une approche englobant l'ensemble des risques. Mesdames et messieurs, des systèmes de santé forts et résilients sont nécessaires pour appuyer les interventions nationales aux urgences de santé publique. C'est dans cet esprit que notre département en général conduit depuis plusieurs semaines une réflexion autour de dispositifs existants en matière de gestion des risques et des catastrophes. Cette initiative a pour objectif de nous doter, in fine, des moyens et des procédures appropriées pour faire face à des situations de crise de petite et de grande ampleur. Par ailleurs, conformément à la feuille de route tracée par le président de la République, chef de gouvernement, M. Ismaël Marguerite, nous a entamé une large réforme du système de santé fondée sur le fondement du système de santé existant, mais également la construction de nouvelles infrastructures de santé dotées de plateaux techniques de dernière génération. Et le dossier de cette édition porte sur la protection sociale. Eh bien, le capital humain a toujours constitué une part importante de la richesse d'un pays. Il est nécessaire et stratégique de prendre des mesures concrètes et d'afficher l'ambition forte d'une Djibouti qui investit dans ses citoyens. Pour concrétiser cette vision politique du chef de l'État, le gouvernement a élaboré une nouvelle stratégie nationale de protection sociale basée sur l'approche du droit humain. Voici un magazine de la rédaction.
L'humain a toujours constitué une part importante de la richesse d'un pays. Il est nécessaire et stratégique de prendre des mesures concrètes et d'afficher l'ambition forte d'une Djibouti qui investit dans ses citoyens. Pour concrétiser cette vision politique du président, le gouvernement a élaboré une nouvelle stratégie nationale de la protection sociale, basée sur l'approche du droit humain. Mais alors, qu'est-ce que la protection sociale ? Cela est une série d'interventions ayant pour but de réduire la vulnérabilité et les risques socio-économiques, et enfin d'atténuer la pauvreté extrême et les carences. La protection sociale favorise aussi la résilience des familles comme celle-ci en leur permettant de gérer les risques, de faire face aux chocs et de continuer à investir dans leurs enfants, même après une catastrophe. La mise en place d'une stratégie nationale de la protection sociale par le ministère des Affaires sociales vise à profiter non seulement aux enfants mais aussi à des familles entières en leur offrant ainsi aux familles les plus vulnérables une protection tout au long de leur vie. Tout cela visant à renforcer le capital humain mais aussi les compétences des familles pauvres et vulnérables. Cette stratégie va aider la population à disposer d'outils nécessaires afin de prospérer et donner aux gens les moyens d'être en bonne santé, qu'ils poursuivent l'école et d'être à leur tour des acteurs majeurs de l'économie locale, mais aussi de sortir eux-mêmes d'autres familles de la pauvreté. La protection sociale est de transformer en une réalité universelle les inspirations communes et universelles de la population. La République de Djibouti a opté de favoriser les avantages liés à l'investissement de son capital humain pour accroître sa croissance économique. Une bonne gestion des ressources humaines est inscrite au cœur même de la politique de développement engagée du gouvernement qui insiste sur la nécessité d'accorder une plus grande valorisation au capital et surtout dans sa composante humaine. Social toujours, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a effectué un déplacement ce week-end au village d'Assamo, dans la région d'Ali-Sébié, pour le transfert d'argent destiné aux familles vulnérables. Lancé en 2016 par le président de la République, le projet est mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Il est porteur de solutions adaptées aux affres de la précarité auxquelles sont confrontées les franges vulnérables de la population djiboutienne, qu'elles vivent dans la capitale ou les régions de l'intérieur. La démarche est opportune, elle vise au renforcement des capacités productives et éducatives des ménages bénéficiaires. Celui-ci repose sur une approche intégrée de protection sociale dans la lutte contre l'exclusion des familles pauvres. Financé entièrement sur fonds propres du gouvernement, le PNSF cible actuellement 33 362 ménages, soit environ 17 482 individus qui sont repartis dans les 5 régions de l'intérieur. Chacun de ces foyers bénéficie d'un transfert monétaire de 30 000 francs Djibouti par mois. D'ailleurs, dans le but de mieux coordonner les actions en matière de protection sociale, le ministère des Affaires sociales a mis en place un registre national censé servir de base à toutes les interventions futures en faveur des franges vulnérables de la population djiboutienne. Dans l'actualité hors de nos frontières à présent, la Turquie va mener, je vous le disais en titre, une opération militaire dans le nord de la Syrie. L'annonce a été faite hier par Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui brandissait cette menace depuis plusieurs mois. Il n'a pas donné davantage de détails sur le déroulement de l'opération. Les forces kurdes contrôlent une partie du nord de la Syrie. Elles ont reçu le soutien notamment des États-Unis dans leur bataille contre le groupe État islamique. Mais pour le président turc, ces milices kurdes sont une extension du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un mouvement qui lutte pour l'autonomie des territoires à majorité kurde en Turquie. Recep Tayyip Erdogan réclame donc de longue date l'établissement dans le nord de la Syrie d'une zone de sécurité qui écarterait les combattants kurdes de la frontière turque. Aux États-Unis, 29 personnes ont trouvé la mort et des dizaines ont été blessées dans les 2 fusillades qui sont intervenues en l'espace de 13 heures. Le premier massacre a eu lieu samedi matin dans la ville frontalière d'El Paso, au Texas. Un homme armé de 21 ans a tué 20 personnes dans un magasin avant de se rendre à la police. Le président américain a réagi sur Twitter évoquant les 2 tueries. Dieu bénisse la population d'El Paso au Texas et Dieu bénisse la population de Dayton en Ohio, a-t-il tweeté. 13 heures après, le bain de sang d'El Paso, Dayton donc subissait une fusillade dans le quartier animé. D'après le maire de la ville, l'assaillant a été maîtrisé en moins d'1 minute et a succombé à ses blessures reçues lors des tirs de riposte des policiers. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.